Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné immédiatement Le roi masse des troupes aux armes. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Oui. J'ai vu Brasier. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con? Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes? 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour à tous, ici Culture 2000 et aujourd'hui consacré à la conquête de l'espace. Si vous ne connaissez rien à la conquête de l'espace, c'est sûrement parce que vous pensez que Neil Armstrong est un trompettiste. Or, c'est faux. Et en plus, on est là pour tout vous raconter sur la conquête de l'espace avec mes acolytes préférés, Jean-Baptiste, Marlène et Johan. Comment allez-vous? Nazdrovia. Vous allez bien? Ça va? On vous a Nickel. envoyé dans l'espace? Au poil. Bon, alors on va tout de suite s'écouter un petit extrait sonore pour se mettre dans l'ambiance. Hein. C'est parti. Regardons du côté du ciel congolais à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa 3e fusée Troposphère 5. Bernard à Paris et Francine Mokoko à Kinshasa. Maigre moyen mais grosses ambitions. Le but, atteindre une altitude de 36 km à une vitesse 3 fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois une innovation. Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ça sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo, et j'en suis vraiment fier. Voilà. Tout le sujet est résumé, on n'a plus rien à dire. Mais il faut bien dire que c'est pas le monopole des Américains et des Russes. Hein. T'as bien raison de le rappeler. On le voit bien d'ailleurs. La conquête de l'espace. Le Congo a le droit de s'y frotter. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Merci Greg pour cet extrait. Mais c'est un vrai extrait. Hein. Oui, oui. Ils sont toujours admirablement choisis, c'est ça qu'on a dit chez toi. Je te remercie, c'est un gros travail. Voilà, alors aujourd'hui on parle de la conquête de l'espace. Et je vais commencer par JB pour savoir ce que ça t'évoque, toi, la conquête de l'espace. Sûrement des rêves d'enfant. Un peu, ça m'évoque Moonraker, qui était mon James Bond préféré quand j'étais petit, où à la fin il y a une grosse bataille de spationautes c'est vrai avec des lasers. C'est parce que je l'ai pas vu en fait. Mais moi j'ai peur de le revoir par contre. D'accord, Marlène? Moi l'espace ça m'évoque un truc dégueu et vert, c'est-à-dire E.T. Quoi, vert? Ah oui, d'accord, il est marron, E.T. Et toi, Yann? Moi ça me rappelle quand j'avais 12 ans et que j'étais à Saint-Michel de l'Observatoire dans les Alpes parce que j'étais un gros geek de l'espace à l'époque et que j'ai découvert ce qu'était un trou noir et la relativité du temps en même temps. Du coup t'aimes bien l'espace? Ah mais moi je kiffe l'espace. Donc t'es trop calé. Il est vachement plus content pour ma Par contre c'est pas le thème de la soirée mais je peux vous raconter ce que c'est un trou noir parce que ce soir-là ça m'a traumatisé. On fera une parenthèse alors. Je peux la faire maintenant sinon. Le mec il met la pression. On évoquera le dépucelage. T'imagines deux cousins, d'accord? Je te le fais quand même là, t'as pas le choix. C'est rapide. T'imagines deux cousins ou deux frères jumeaux, mais on va faire mieux qu'on le même âge. Il y en a un qui s'approche d'un trou noir, il revient, l'autre il reste sur Terre. Bah, le temps que le mec revienne, il a pris 70 ans et l'autre il a pris 3 secondes. Ok, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Alors, petit point géo, c'est compliqué un point géo parce que là on va parler de l'univers et de la Terre. Et donc, je m'adresse à Marlène, notre experte en géographie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'espace? On est où en fait? Dis-moi où on est. Justement, on sait plus trop où on est quand on parle de l'espace. C'est que là, on change complètement d'échelle, de temps, comme nous l'a justement si bien dit Johan. Et donc l'espace, on se situe très loin. Très voilà, loin. Personne ne veut m'aider surtout. C'est l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est l'atmosphère terrestre. Voilà. Au-delà de l'atmosphère, tout à fait. Mais donc je ne me souviens plus de la distance exacte. 100 km. 100 km en fait, c'est pas très long. Ouais, 100 km. Hein. Ouais, mais après, donc tu pars de 100 km, tu te fais. Jusqu'à très très loin. Premier truc que tu trouves, c'est la Lune, globalement. Qui en fait est pas du tout une planète, c'est un petit satellite qui tourne autour de la Terre. Il faut savoir que je reprends parce qu'après 100 km, là t'es plus dans l'atmosphère, là tu rentres dans l'espace. T'es dans l'espace. Là globalement il fait tout noir, il fait tout froid. Et t'es dans le système solaire. Ouais. Donc c'est à dire qu'il y a plein de planètes qui tournent autour du Soleil pour faire rapido, hein, dont nous. Oui. Et autour de nous, il y a la Lune. Ouais. Et le Soleil étant une étoile.
de une constellation qui s'appelle la Voie lactée, sachant que l'univers c'est des milliards de constellations. Donc globalement, on ne sait pas trop quelle taille ça fait. Et c'est surtout que du coup, on entre dans un espace complètement différent et inconnu où tout change. Donc on l'a dit, le temps, mais aussi par exemple les couleurs. Et ainsi, on voit les étoiles, la Terre de loin. On peut voir la Terre comme une boule et non plus comme juste des paysages comme on le voit d'ici. Et les étoiles, avec des couleurs très différentes, en effet, elles apparaissent pas comme d'ici où c'est juste des points qui brillent. Mais il y en a des bleus, il y en a des oranges. Oui, en fonction de leur distance et de leur âge. Absolument. Et pour faire le pont avec l'histoire, c'est aussi un espace dans lequel aucun être humain n'était allé il y a encore 50 ans. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle frontière. Et pour faire encore le point avec l'histoire, en fait, regarder les étoiles, c'est regarder le passé. Ah ouais, c'est beau ce que tu nous dis. Il est ému, Johan. Mais non, mais moi je trouve ça quand même super émouvant. L'étoile la plus proche, elle est genre à 4 années-lumière. C'est-à-dire que quand tu la regardes, la lumière que tu vois, elle a été émise il y a 4 ans. Mais comme tu vois des étoiles qui sont à, je sais pas, à 50 millions d'années-lumière, c'est-à-dire que globalement, la lumière que tu vois, eh ben, elle a été émise il y a 50 millions d'années. Donc au moment où tu regardes cette étoile, elle n'existe probablement plus. D'accord. Ça, c'est complètement dingue. Moi j'ai quelques chiffres. Hein. Je Greg, vous les il donner. méprise un peu ton émotion. Ouais, pas du tout, non. Là, j'ai des trémolos dans la voix quand je te raconte ça. Mais t'es méchante, c'est même pas vrai. Balance les chiffres, gamin. C'est même pas vrai. La Terre, elle fait 40 000 km de circonférence. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée en termes de terrain de football. Vous faites la conversion directement en terrain de football, il n'y a pas de problème. Ouais, 4 millions. Et pour aller jusqu'à la Lune, il y a 380 000 km. Ça va, hein? Tranquille. C'est tentable. Par contre, pour aller jusqu'au Soleil, il y a 150 millions de kilomètres, ce qui est beaucoup plus loin quand même. Attends, vas-y, redis. La Lune, t'as combien? 38 000? Non. 380 000 pour aller jusqu'à la Lune. Et le Soleil? 150 millions. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est beaucoup plus. Hein. C'est pareil, mais en plus. Et il faut savoir qu'entre nous et le Soleil, il y a 2 planètes, Mercure et Vénus. Quand tu dis nous dans cette pièce là? Ouais, nous la France et toute la Terre. Non, même pas juste la France. Nous, terriens, citoyens du monde. Et après, et la planète après la Terre, c'est Mars. Et ben voilà, quand tu vas de l'autre côté. Oui, ça repart. Quand tu t'éloignes du Soleil. Quand tu vas de l'autre bord. Parce que Mars est plus loin du Soleil que nous. Ben oui, exactement. Contrairement à l'image qu'on en a souvent. Voilà. Alors je spoil indirect, on a réussi à aller sur la Lune. Voilà. Je vous le dis. Oh le mec. Voilà. Greg, tu niques tout. Mais on est parti d'où, Greg? Et on est parti d'où? Mais on est parti depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les hommes ils regardent les étoiles. Il y avait l'astronomie, c'est pas d'hier, ça date de l'Antiquité, mon petit. On observait les étoiles. Hein. Oh, mais observer c'est bien beau, mais quand faut y aller. Et quand faut y aller. Quand faut y aller. Ça y est, les Chinois. si, ça y est, les Chinois. Quoi? La première fusée. En fait, si tu regardes, je spoil, si tu regardes la fiche Wikipédia de la conquête de l'espace, ce que j'ai pas fait. Hein. Mais c'est lui qui l'a écrite. Et bah, tu découvres que les Chinois, donc ils te racontent, ils te mettent un petit peu d'émotion, les Chinois, première fusée, tout ça, donc t'es étonné parce qu'il y a des. Les feux d'artifice, tu veux dire? Ouais, en fait, c'est genre un pétard en carton avec de la poudre dedans et ils appellent ça la première fusée. Oui, mais enfin, c'est une fusée. C'est le premier objet. Ouais, qui vole à propulsion. Voilà. Ok, bon. Okay. C'est ça, le feu d'artifice. On va quand même arriver aux choses sérieuses. Ouais, aux choses sérieuses. On arrive direct au 20e siècle. Voilà un truc sérieux. Globalement, au niveau de l'espace, avant le 20e siècle, il se passe pas grand chose, quoi. Même le 20e siècle bien entamé. À part avec des petites jumelles, quoi. C'est presque même un accident de l'histoire, cette conquête de l'espace, parce que l'origine, c'est pas ça qu'on visait. On visait plutôt à castagner la tronche des autres, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Et il y en a qui étaient forts pour ça. Il y en avait qui étaient forts pour ça. C'était les nazis. C'était leur passion. Les méchants nazis. C'était un peu leur passion castagner et du coup ils avaient trouvé un truc. Ils étaient en train de développer un truc fabuleux qui s'appelait les missiles V2. Je dis que c'est fabuleux parce que j'ai une passion pour les V2 évidemment. Et pour les nazis. Et pour les nazis évidemment. Et donc ils avaient inventé, ils étaient en cours de développement des V2 et les V2 c'est des missiles balistiques en fait. Voilà, c'est ça. Fusée, quoi. Qui pouvaient quand même se déplacer à je crois 5000 km/h, enfin une bonne grosse vitesse et surtout aller qui faisait plusieurs centaines de kilomètres. Ouais. Et avec une grosse charge explosive et donc c'était plutôt pratique quand tu avais envie de détruire le monde. Voilà. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que, enfin, ou pas très marrant, mais les premières recherches du V2 du régime nazi, c'est dans les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale. En mode on prépare des grosses fusées. Pour le cas où. Après ils se rendent compte qu'en fait les armes conventionnelles sont tout à fait efficaces. C'est-à-dire que lâcher des grosses bombes avec des avions c'est quand même beaucoup plus rapide et moins cher. Ouais. Et en fait c'est au moment où ça commence à chauffer pour leur derche que à partir de 42, 43 ils se disent bon on va quand même au cas où on crève si on se lançait des gros V2
V2 avec des trucs nucléaires dedans, ce serait pas mal. Ouais. Et donc là, ils commencent à produire, ils produisent, je crois, 6000 V2, Ouais. un peu en douce, dans une petite usine polonaise, Mais entre pas nucléaire. 42 et 45. Avec S'ils un avaient été ingénieur nucléaires, bien nucléaire. connu, faut citer son nom parce qu'on va en reparler Oui, tout à on va l'heure. forcément parler. Werner von Braun. Werner von Braun. Voilà. Les V2, on peut en parler aux Anglais, et notamment londoniens, ils s'en sont pris pas mal sur la tronche. Ouais. Hein 5 à 6 000, tu disais, qui ont été du coup lancés. Alors, en fait, ça s'était vraiment fait sur la fin de la guerre. C'est-à-dire le moment de développement où c'est suffisamment efficace et fiable pour aller toucher l'Angleterre, c'est à partir de l'automne 44, je crois, où du coup, en gros, les Allemands sont en mode on n'a plus rien à perdre, donc vas-y, viens, on bousille tout. Arrive Ce qu'il non faut seul- ouais. juste préciser, Vas-y. non mais sur le V2, pourquoi est-ce qu'en fait c'est super révolutionnaire entre guillemets, et pourquoi est-ce que du coup très vite à la fin de la guerre, les Américains et les Russes vont être intéressés de très près par cette technologie, c'est que c'est totalement nouveau, c'est cette invention d'un moteur à propulsion très très fort qui balance, en fait c'est vraiment un pétardier, enfin l'image c'est ça, Ouais. sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça n'a rien Ouais, à c'est voir un avec la missile, technologie de l'avion. Avec une vraie maîtrise de la balistique aussi. Donc évidemment que ça va, on arrive à la fin de la guerre. Donc il y a la libération de Berlin. Je sais pas si on peut vraiment parler de libération. En tout cas, on désingue tous les. Bah, quand les Russes arrivent, c'est toujours on une désingue libération tous les grecque. nazis. Tu dois Et là, le il y a savoir. un peu razzia sur les chercheurs. quoi. Opération Pokémon Go dans les ruines de. Va chercher- Attrape tous les chercheurs. Attrape ton fan Brown. C'est Trouve bon, ton j'ai le fêteux. Van Braun, c'est 3000 points. Et les Non, grands mais c'est gagnants, ça. c'est les Américains, puisqu'ils attrapent le fameux Van Braun Pikachu. Et puis, ils l'attrapent avec tous ses copains. C'est-à-dire qu'il y a 115, Attraper les tous 115 ingénieurs qui se font aussi attraper dans la Pokéball, les Américains. Et en gros, un an plus tard, en 1946, Werner von Braun, avec tous ses petits copains, ils sont déjà en train de bosser au Nouveau-Mexique sur les suites du V2, quoi. Mais ouais, sauf qu'en fait, c'est pas les seuls gagnants parce que les soviétiques, eux, tombent sur l'usine de fabrication des V2, récupèrent plein de pièces et plein de plans, et surtout, ils ont un petit mec dans leur poche Qui parle allemand. Donc il peut traduire les. Non, ils ont un mec dans leur poche qui est Korolev, qui est en Sergei. gros est un ingénieur soviétique extrêmement brillant sur la question de fusée à propulsion, Ouais. et en fait qui va travailler aussi très très vite avec ses plans, et en fait du coup les premiers à recopier le V2, malgré le fait que les petits chercheurs nazis soient partis aux États-Unis, c'est Korolev et les soviétiques. Alors c'est la guerre froide. On a des V2, mais les V2, c'est pas tout de suite pour aller Il y dans a JB l'espace. qui levait le doigt, Greg, je suis désolé. D'abord, c'est pour se dire, c'est trop cool ce missile parce qu'il va super loin, on va pouvoir se l'envoyer dans la gueule à travers Avec une l'Atlantique. bonne grosse tête nucléaire dessus. Et donc en fait, ça fait plutôt flipper. Ça fait plutôt flipper, et c'est aussi pour ça que c'est à la fois contrôlé par les militaires, même si on est sur des recherches scientifiques, et à la fois ultra secret. Et ce que je voulais dire, c'est que justement ce Korolev, il est assez marrant et emblématique de ça, c'est que son identité a été maintenue secrète jusqu'à sa mort. Le mec est mort en 66, et avant ça, on l'appelait le constructeur, je sais pas trop. Camarade constructeur, je pense. Un truc comme ça. Et ce type a quand même une histoire extraordinaire, parce qu'à l'origine, il était parti pour se faire purger quand Staline fait ses purges dans les années 30. Ouais, mais comme ils ont purgé Sergueï, tout le monde, globalement. Voilà, et de la charrette, et en fait, il est sauvé de justesse parce que notamment il est bon en maths, et finalement on se dit qu'il va pouvoir faire des trucs. Mais donc il va bosser secrètement, d'ailleurs de façon un petit peu compliquée, parce que Staline s'amuse à mettre en concurrence ses chercheurs. Ouais, c'est malin. Mais du coup, tout ça se fait dans le ça plus grand marche secret, plutôt et les bien au ricains début, font ceci. un peu pareil. Ils vont pas sortir tout de suite du bois. Donc là, c'est très vite la guerre froide. Enfin, on est déjà dans la guerre froide. Tout le monde se dit, ils ont des V2 et on va se les balancer sur la gueule. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a une idée. Il se dit, peut-être qu'avec ce V2, on pourrait plutôt aller dans l'espace plutôt que de... Alors en fait, justement, c'est ce Korolev. En gros, les gouvernements, ils en ont rien à foutre. Korolev, taxe-moi là à la bouche, dis non. Non, mais les gouvernements américains comme soviétiques, ils en ont à peu près rien à foutre de l'espace. Le but, c'est vraiment de faire le missile balistique le plus gros et qui peut porter la plus grosse charge nucléaire. Ouais. Et là-dessus, les soviétiques vont faire d'un inconvénient un avantage, c'est qu'en fait, eux, ils ont des bombes nucléaires qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus volumineuses, et donc ils ont besoin de faire des fusées propulseurs beaucoup plus grosses et qui vont beaucoup plus loin. Et c'est la fameuse fusée R7 qui est la première fusée qui va permettre d'aller dans l'espace, qui est inventée par les soviétiques. Et la petite anecdote vite fait, c'est que Korolev, donc cet ingénieur, il rencontre Khrouchtchev, donc le chef de l'État soviétique qui remplace Staline, Ouais. après 53. Il rencontre Khrouchtchev qui vient le visiter dans son usine et lui dit, écoute, elle est cool cette grosse fusée que je vais faire pour niquer les ricains, si peut-être on pouvait juste mettre un petit satellite au bout, ça pourrait peut-être nous permettre d'aller dans l'espace. Et Khrouchtchev il dit ok. Et il a dit banco, on vend la caravane. Donc c'est-à-dire qu'il savait déjà qu'on pouvait mettre un truc en orbite, il avait pas de doute là-dessus. Bon, bah non, écoute, parce que en gros son truc, en fait le R7 il l'a déjà testé une première fois et il fait 5 ou 6 000 km.
Donc il se dit qu'il est peinard pour aller dans l'espace, quoi. Il est Trunks. Mais du coup, ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est aussi le contexte global. Donc on a parlé de guerre froide. Peut-être qu'on peut dire en 2 mots ce que c'est. On est sur une espèce de guerre qui n'en est pas une, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement armé, et qui met en opposition 2 grandes superpuissances, les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, et en gros qui vont rentrer dans une compétition pour voir c'est qui domine. Ouais. Et l'espace, ça va être... Ça va durer longtemps en plus. Hein. Ouais, et donc et c'est qui domine au début ? Au début, c'est l'URSS. C'est grave les soviétiques. Sur le domaine spatial. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est juste une des... Ouais, mais sur les kolkhozes aussi, ils dominent. sur les Jeux Olympiques, ils dominent aussi. Mais ça, c'est mal fini pour eux. Du coup, on arrive vite en 1957 parce que ton camarade, il a cette petite fusée. Et du coup, les les Soviets, se disent vas-y, on balance un truc dans l'espace, comme ça, quoi. Et là, c'est un peu, si tu regardes des images d'archives de l'époque, c'est assez dingo. C'est l'espèce de coup de tonnerre. Donc tu dises dingo. Ils envoient ce premier, premier satellite, du coup, qui s'appelle Sputnik. Alors, à la base, comment ils vendent son truc, Korolev? Il dit à Khrouchtchev, ok, ce qu'on va faire, c'est un gros satellite qui s'appelle l'objet D. Déjà, il a pas super bien choisi son nom. On a qu'à l'appeler l'objet D. Et en fait, c'était censé être un espèce d'énorme satellite de surveillance. Il y avait des appareils photo, mais il est malin, il lui vend en mode, c'est pour aller dans l'espace, mais c'est quand même pour sauver les Américains. Genre, on va prendre des photos des Américains. Sauf qu'en fait, ce truc-là marche pas parce que son satellite, il est trop lourd. Du coup, il fait juste un petit Sputnik qui est un émetteur radio qui fait bip, bip, bip. C'est tout ce qu'il arrive à envoyer. Qui ne fera rien d'autre. Non, qui ne fera rien d'autre. N'empêche que le jour où ils envoient leur truc en 57 qui fait bip 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 et qui survole les États-Unis, t'as des micro-trottoirs des télés américaines, ils interviewent les gens dans les rues qui disent oh mon Dieu, il y a des objets soviétiques qui nous observent, qui sont au-dessus de nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Et en fait, du coup, ce contexte de guerre froide qui est sans doute monté en mayonnaise, mais marche vachement bien. C'est-à-dire que ça. Apparemment, le Sputnik, avec n'importe quel radio amateur, tu pouvais l'entendre pendant sa durée d'orbite. Je sais plus combien de temps ça avait duré, mais pas très longtemps, quoi. Dans l'ordre d'une semaine, non? Une semaine d'armée? Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il les fait redescendre, donc il est peut-être resté très longtemps en fait. Mais déjà, on a l'impression qu'en fait, déjà avec le Sputnik 1, les Soviets prennent goût, tu vois, un peu à se la péter, genre yes, moi j'ai envoyé un truc dans l'espace, mon gars. Ouais. Et du coup, ils enchaînent en fait. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est surtout que ça met quand même un gros après, ils envoient un chien dans l'espace. Une chienne. Une chienne, Laika. Et ça, c'est quand même une grande idée. Ah, c'est une très grande idée, hein, surtout. On va mettre un clébard dans un bout de fer. Pauvre Laika, paix à son âme, elle a pas duré très longtemps dans l'espace. Ouais, elle a survécu quelques 4 heures, je crois. En fait, elle avait aucune chance de survie parce qu'on savait pas faire atterrir le truc. Donc de toute façon, on savait qu'à un moment ou un autre, fallait la faire sauter parce que. Elle a pas dû trop comprendre ce qui lui arrivait. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a beaucoup parlé de Laika parce que c'est la première finalement où l'expérience est réussie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1951 et 1960, les Soviétiques envoient 58 chiens dans l'espace. Donc c'est un petit peu les rois de la SPA, quoi. Ouais, mais après il y en a qui reviennent. Laika, ça marche pas, et après ils arrivent à faire revenir les 1960, effectivement, Belka et Strelka, mais aussi 40 souris, 2 rats, et Igor et Grishka Bogdanov, les frères Bogdanov, et aussi des plantes, mais c'est un peu pareil, qui avaient pris place à bord de Sputnik 5, ont été mis en orbite et ont pu revenir puisque maintenant on savait les faire atterrir. Et donc c'est à ce moment-là que Khrouchtchev décide de taper sur l'épaule de son pote Yuri et de lui dire puisque les chiens reviennent vivants, tu peux y aller, mon copain. Alors avant d'envoyer Yuri, ça a quand même chauffé un petit peu les Américains. C'est-à-dire qu'ils se sont dit oh là là là, les Soviets ils envoient des trucs dans le ciel, nous aussi on veut le faire. Et en fait c'est un petit peu le moment, c'est genre où tout le monde va step up et tout le monde commence à être un peu vénère, quoi, tu vois. Ouais, et ce qu'on n'a pas précisé, qui explique en partie le retard des Américains, c'est que en gros ils ont Von Braun et donc ces fameux ingénieurs allemands soi-disant très doués, mais le problème c'est qu'ils ont été nazis, c'est-à-dire que Von Braun c'était un c'est un problème. C'est bon, on a tous le droit à une deuxième chance, mais c'est vrai, il s'en sort bien le Von Braun, il va pas nous faire pleurer non plus, quoi. Et contrairement à la culture du secret soviétique où personne ne connaît l'identité de Korolev, etc., Von Braun il est super médiatisé, il est super impopulaire aux États-Unis, et t'as la moitié des mecs qui disent attendez, on veut pas que ce soit un nazi qui fasse notre politique spatiale, quoi. Comment vous donc allez du faire, coup alors le mec en fait ça prend vachement de retard, son agence elle est vachement décriée, et en fait il crée la NASA à ce moment-là après Sputnik, et c'est là où ils se disent bon ok, maintenant on va commencer à s'énerver et on va. Alors ils créent la NASA, juste avant de créer la NASA ils envoient leur premier satellite justement qui s'appelle Explorer 1 juste après Sputnik, mais c'est pas longtemps après, quoi, mais ils ont quand même perdu la première bataille.
Ils vont perdre la deuxième aussi, justement. Bah, Leica, comme disait Marlène, premier être vivant dans l'espace. Ils perdent encore une fois. Voilà. Et ils perdent encore une fois. Après les Américains envoient des chimpanzés. Bon, je vous laisserai vous renseigner. C'est justement sur tout ça. après l'envoi, après Sputnik en 1957 que du coup ils créent la NASA en 1958. Donc là ils se disent il faut se bouger les fesses, créons une agence spécialisée dans l'aérospatial. Et je vous conseille, petite anecdote singe pour nos amis Brigitte Bardot. Regardez la vidéo des singes envoyés par la NASA, c'est une horreur. Tu les vois en fait, et finalement ils arrivent à retomber, donc ils vont pas mourir. En fait, tu vois les singes qui commencent à hurler parce qu'ils montent dans l'espace. Donc en fait, t'as une pression de malade. C'est affreux. Ils se mettent à hurler dans leur cabine. Et enfin, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Beaucoup d'émotions du côté de Johan dans cette émission. Ils auraient dû envoyer des tortues parce que ça aurait été plus résistant à la pression. Non, mais c'est ça, puis ça fait moins peur, quoi. Donc ça, on est en 61. Les chimpanzés, c'est 61. Ouais, mais enfin ceux qui reviennent en tout cas. Après, peut-être qu'il y en a qui sont partis. Et juste avant, les Russes avaient envoyé des sondes. Alors là, la sonde, c'est tu l'envoies, tu sais pas où est-ce qu'elle va aller, on s'en fout un petit peu. Juste tu l'envoies, et ils en avaient envoyé une en 59 qui va Luna 1, Luna 2, Luna 3, bon c'est autour de ça, qui va survoler la Lune. Ça c'est incroyable. En fait, ouais, c'est en gros le premier Sputnik, pour refaire un petit point géo, en fait, il monte dans l'espace et il retombe tout de suite. Et Luna 3, donc il l'envoie beaucoup plus loin. Il arrive à aller suffisamment près de la Lune pour tourner en orbite autour, c'est-à-dire être attiré par la force d'attraction de la Lune. Et donc, ce qui est au-delà de la performance technique, ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a un appareil photo dans cette sonde, et donc c'est la première fois que l'humanité va découvrir des photos de la face cachée de la Lune. Ça, c'est pour Luna 3, exactement. Donc grosse victoire des Soviétiques, une fois de plus. Ça fait 3-0. Pour faire le résumé, en gros, on est dans une période où on va répondre un peu en mode ping-pong, même si les Américains sont à la traîne, où chaque petit pas est un pas supplémentaire, et du coup, le pas des êtres vivants et le pas aussi de la perfectionnitude des techniques. Exactement ça. Va permettre d'envisager effectivement l'envoi du premier être humain. Bah oui, mais c'est aussi une manière un petit peu de se motiver, d'avoir deux superpuissances qui se tirent la bourre. Tu vois, si t'es pas tiré la bourre, personne. Est-ce que tu dis que la concurrence c'est quelque chose de vertueux pour l'humanité? Moi, je trouve que c'est l'esprit de compétition, c'est très important. Évidemment, le premier vol habité, contrairement aux sondes, ça n'a rien à voir. Un vol habité, une sonde, ce n'est pas pareil. Et ben, on va foutre un Ruskov dedans, un soviet. On est d'accord. Alors la nouveauté technique, c'est qu'on ajoute un troisième étage aux fusées. En fait, le troisième étage, c'est une petite capsule dans laquelle tu as un mec qui est tout comprimé. Le premier va s'appeler Yuri Gagarin. Comme les singes, ils crient beaucoup. C'est ça. Non, mais en fait, la question que ça pose, c'est être capable de faire un engin au bout. C'est-à-dire que c'est pas juste une sonde que tu détaches et tu la laisses là, c'est être capable de lâcher un petit engin qui doit redescendre. Et qui doit redescendre suffisamment vite pour redescendre, mais pas trop vite pour pas cramer et exploser en vol. La personne dedans. Oui, parce que le reste de la fusée, ce qu'on n'a pas dit aussi, vous avez peut-être déjà vu des vidéos de lancement, c'est qu'en fait les étages ils se détachent au fur et à mesure, et puis ça devient des débris, c'est pas récupéré quoi, la fusée. C'est granché. Alors je voulais juste faire un petit point technique. Pour quitter la Terre, il y a trois grosses contraintes, c'est-à-dire que déjà il faut s'affranchir de la gravité, c'est-à-dire qu'il faut balancer à donf pour pouvoir quitter l'atmosphère. Après il faut trouver un moteur capable d'évoluer sans air, parce que dans l'espace il n'y a plus d'air, donc il faut trouver un espèce de moteur. Ils vont les trouver évidemment. Et après, quand tu veux revenir, parce que si tu as un humain ou un singe dedans, peut-être que tu as envie de le ramener. Le problème, c'est que quand tu rentres dans l'atmosphère, et ben la pression, le frottement contre l'air peut faire brûler ton vaisseau. Et ça, c'est très dangereux, très très dangereux. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui arrive à Gagarin, si on peut parler de lui maintenant. Oui. On a le droit de parler. Qui est ce T'as le droit, Johan, vas-y. Gagarin, donc il y a des, enfin c'est quand même, on parle du premier homme qui va aller dans l'espace, donc le but c'est d'avoir un mec super entraîné, etc. Donc t'as des petites sélections, et ils prennent un mec avec un espèce de mental d'acier qui est prêt à peut-être crever dans l'espace, à jamais revenir. Gloire de la grande patrie. Un vrai soviète quoi. Un vrai soviétique, fils de charpentier, il fallait le dire. Ouais. Donc ils arrivent à choisir. Tu vas vraiment nous faire la bio de Yuri Gagarin? Jésus aussi est fils de charpentier. D'ailleurs, il y a un lien, je pense, entre les deux. Et Gagarin a envoyé là-bas. Il sort là-bas. Où tout est neuf et tout est sauvage. Il arrive à sortir de l'atmosphère, et donc pour rentrer, en gros, sa petite capsule se détache, et en fait, il y a un espèce de module de pilotage dans sa capsule qui doit le faire redescendre dans l'atmosphère, qui doit se détacher de son module où il est lui, où il y a juste un petit parachute. Et donc c'est ça qui redescend dans l'atmosphère. Et il y a en fait, ça aurait pu mal se passer cette histoire-là, parce que les deux modules se détachent pas, et donc il est vraiment passé tout près de la mort. C'est-à-dire que ces deux modules se détachent pas, ça descend beaucoup trop vite et il explose en vol. Et en fait, c'est la rentrée en atmosphère qui va faire en gros fondre les liaisons entre les deux, et il va réussir au dernier moment à se détacher.
il va arriver en parachute dans un petit champ en Sibérie et c'est gagné le premier homme dans l'espace et soviétique. De base, en fait, c'était pas gagné du tout, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est les soviétiques qui sont les premiers, parce qu'il faut quand même être taré. À la base, le taux de réussite au décollage des tests, c'était 56%. Donc pas en beaucoup, gros, hein. Ouais, il a une chance sur deux, juste au décollage, sans parler même du retour sur Terre, Je etc. suis pas sûr quoi. qu'il ait été complètement libre d'aller dans l'espace. Je suis pas sûr qu'il ait été complètement le premier, ça se trouve, il y en a 5 Tu rigoles, les mecs qui rêvaient. Non, mais par contre, t'avais des files d'attente de cosmonautes. Ouais. Mecs qui voulaient tous Donc ils sont du vie en latente, voilà, 108 minutes de bonheur à faire le tour de la Terre. Et donc là, on est quand même, pour remettre un peu de perspective, on est en 61, c'est-à-dire que ça va quand même à une vitesse folle, et on en parlera après, mais il y a de l'argent de malade qui est mis là-dedans. Ah oui. C'est-à-dire qu'en 56, on n'a jamais mis un objet dans l'espace, et 4 ans plus tard, on a mis un objet, un chien, enfin pas mal de chiens. Des rats, des chimpanzés, des hommes. Et voilà, et on envoie le premier homme dans l'espace qui revient vivant, c'est quand même dingo quoi. Alors, la capsule de Yuri Gagarin, pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu à une capsule des guerriers de l'espace dans Dragon Ball, hein. C'est une boule ronde qui, quand elle redescend. Voilà, ça chauffe un peu Kennedy, et Kennedy il va faire des discours, il va faire bon les gars, moi ça m'a commencé à me chauffer, nous on va mettre un mec sur la lune. Et il fait pas mal d'annonces là-dessus, lui, c'est un petit peu il est un peu fier de ça quand même. Kennedy, donc le président américain, qui est élu en 60. Absolument. Qui a des petits soucis de popularité parce que c'est le petit genou qui vient de foirer un petit coup à Cuba. C'est le Emmanuel Macron de l'époque. C'est ça. Écoutez notre podcast sur Che Guevara, on vous en parlera un petit peu de la baie des cochons. Et donc du coup, la conquête de l'espace, ça va être aussi son bon moyen pour remotiver les ricains dans la guerre froide, en disant bon bah on en est à 4-0, ça commence à faire beaucoup, donc là on va hausser un petit peu le ton. Et ce qui est marrant, j'ai vu ça en préparant le truc, la baie des cochons, donc en gros les Américains qui tentent d'envahir, j'allais dire l'Irak, mais qui tentent d'envahir Cuba, et Yuri Gagarin, donc le premier homme soviétique dans l'espace, c'est à 3 jours d'écart, c'est quand même un truc de ouf. C'est qu'ils se tapent une semaine en avril 61 où il y a un soviétique qui va dans l'espace, eux ils ratent leur invasion de Cuba, et donc là grosso modo un mois après t'as Kennedy qui se dit bon faut qu'on fasse un truc, il annonce un programme qui en fait est complètement fou à l'époque parce qu'on est incapable technologiquement de le faire. Il dit d'ici 10 ans rien à foutre, on envoie un mec sur la Lune. Ouais, le grand bluff. Et en fait, c'est malin parce que ils se disent, c'est un objectif qui est suffisamment compliqué, suffisamment lointain pour que l'avantage que les Soviétiques ont sur nous, globalement, c'est que dalle par rapport à l'enjeu qu'il y a. Donc, on a bien le temps de faire notre retard, quoi. Hollande, il a fait la même avec le chômage, tout ça. Alors j'accélère un petit peu. J'accélère un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En 63, c'est encore un point pour les soviets. Première femme dans l'espace. Ah ouais, ils sont en train de se rendre compte Valentina Tereshkova. Ils sont en train de se rendre compte que ça va pas vraiment marcher. Ils commencent à faire des innovations. Bon, on va mettre une femme. On sera peut-être les premiers à mettre une femme. En 65, première sortie dans l'espace. Et là, c'est encore un Russe. Ouais, alors sortie, c'est-à-dire un mec qui sort de sa capsule. Il est tout nu, il a sa petite combi dans l'espace, il rentre dans sa capsule et il redescend. Il s'appelle Alexis Leonov. Là, en gros, on progresse de plus en plus sur ce qu'on est capable de faire, quoi. Ouais. Sauf qu'on atteint aussi un petit peu les limites parce que là, il faut mettre du budget, etc., etc. Et donc, ça va être le programme Apollo qui va commencer à prendre de l'avance, qui va notamment faire un petit repérage du sol lunaire. Qui va faire un petit repérage du sol lunaire, et même plus après, les Ricains en 65 aussi vont réussir à balancer des sondes jusqu'à Mars. C'est quand même un petit peu dingue. Moi, je voulais vous parler juste en 65 parce qu'il faut parler un petit peu de la France. Il y a quand même le satellite Astérix qu'on envoie. Cocorico. Et ça a marqué l'histoire. Cocorico. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'Astérix. Bon, alors déjà, il faut savoir que la base de lancement était dans le désert, à côté de la frontière marocaine, à côté de Merzouga, vers ce coin-là, tu vois. Et en fait, on envoie le Astérix et pas de chance, on endommage les antennes. Au départ, et du coup il reste muet. Génial. un déchet en orbite, c'est super. 65, c'est aussi le premier satellite commercial opérationnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commence à utiliser vraiment les satellites. Ouais. C'est quand même assez dingo. Bah oui, parce qu'on se rend compte qu'au-delà d'envoyer des hommes et de faire de jouer à qui c'est qui a la plus grosse, ça peut avoir, en fait, c'est des émetteurs radio, donc ça peut servir à avoir des usages civils. On expliquera ça après. Ouais. Et toujours pour aller vite, juste pour expliquer comment ça marche un satellite, c'est-à-dire qu'il reste en géostationnaire, c'est-à-dire qu'il va tourner en même temps que la Terre, donc il va tout le temps rester au même point. Du coup, quand tu pointes, pas tous les satellites, mais oui, enfin il y en a. Les satellites météo, les trucs dont on a besoin qu'ils fassent récepteur tout le temps, quoi. Voilà. Il se passe plein de choses, ça va très très vite. Avant d'attaquer Apollo, on se fait une petite pause son, hein. Moi ça me fatigue, il se passe trop de trucs là. Bah t'as raison. On va s'écouter un truc qui va t'emmener dans l'espace, tu vas voir. J'ai trop hâte.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can. Ça vous a envoyé dans l'espace? Bien sûr. Complètement. Bah, lui aussi, il est dans l'espace aujourd'hui. Ground control. Rest in peace. Rest in peace, my wigger. Yes, le massif qui nous écoute depuis l'espace. On s'en approche dangereusement des premiers pas sur une planète autre, mais moi je voulais juste vous parler d'Apollo 8 avant, parce que c'est là où les Ricains inventent le Saturn V, le méga lanceur de ouf, qui va permettre de faire la première mission où on va tourner en orbite autour de la Terre, de la Lune, pardon, et de revenir sur la Terre. Et ça, on appelle ça le tour du rond-point. Et c'est quand même plutôt incroyable. Un point technique, comme d'habitude, il y a des fusées à plusieurs étages, t'as des propulseurs qu'on largue au fur et à mesure. Ouais, c'est ça en fait, ce qu'on appelle, c'est vrai qu'on n'a pas trop précisé, en fait une fusée, c'est plein de trucs, mais t'as les lanceurs qui sont en gros le plus gros de la fusée que tu vois, c'est ce qui sert juste à sortir le truc de l'atmosphère, et après le reste c'est le satellite, où c'est là où il y a les mecs, c'est là où il y a les sondes, etc. quoi, ce qui est tout petit. Absolument. Pour aller jusqu'à la Lune, les mecs mettent 3 jours. Et ils restent en orbite une vingtaine d'heures ou un truc comme ça. Et c'était un peu risqué parce que s'ils foiraient leur retour, ils allaient rester en orbite de la Lune jusqu'à l'éternité. Quoi. Et je pense que personne n'aurait été ramasser leur squelette dans leur Mais moi je suis sûr, c'est mon côté complotiste, je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont restés en orbite sur la Lune et on nous l'a jamais dit. Quoi. Voilà. Et du coup, après Apollo 8, là, les Ruskov, ils sont, enfin les Soviets, je me trompe pas chaque fois, ils sont un peu en retrait parce qu'ils n'arrivent pas à faire ça. Bah, en fait, tout ça, c'est quand même une question de gros sous. Et à ce moment-là, les décideurs politiques sont moins décidés à mettre beaucoup de budget. Donc il y a moins de sous. Et il y a aussi que Korolev, quand même, qui était un. Encore Korolev. Encore Korolev. Bah, Korolev est mort en 66. Oui. Donc du coup, il est mort 3 ans trop tôt, visiblement. Et c'est raté pour les Ruskov. Du coup, là, on est tous devant notre petite télé, non? 69. Parce que ce qui importe, c'est pas les Américains, c'est pas les Soviétiques, c'est les pas pour l'humanité. C'est la Lune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Eh ben, c'est plus Apollo 8, mais c'est Apollo 11. On a fait un saut dans le temps. Et c'est le fameux Neil Armstrong et ses collègues. Le cycliste, exactement. Le trompettiste, cycliste et astronaute, c'est le même.
qui va faire donc ses premiers pas sur la Lune et donc surtout arborer joliment un beau drapeau américain. Avec Buzz Aldrin quand même, parce que le pauvre, le mec, il a marché juste 3 secondes plus tard. Exactement. Attendez, il y en a un troisième. Et le vrai loser, le troisième, c'est Michael Collins, qui n'a rien à voir avec Phil Collins. J'avais une super blague à la base sur une chanson de Phil Collins. Non, mais celle-là est déjà très bien. Non, celle-là est bien. Ok, je vous remercie. Alors... Le mec est jamais. Parce que. Pourquoi il est jamais sorti Phil Collins? C'est pas juste qu'il a oublié de sortir sur la Lune. En fait, c'est quand même pas de con. Mais non, mais en gros, t'as genre très vite, t'as 2 espèces de petits modules et en fait, t'en as un qui reste en orbite autour de la Lune. Pendant que t'as l'autre module qui se détache pour se poser. Et du coup, le mec doit attendre sur la Lune pour réceptionner les mecs qui reviennent. Donc il en fallait bien un et c'est tombé sur Michael, quoi. En fait, ils ont fait Apollo 8 bis, c'est-à-dire que t'as un vaisseau en orbite et l'autre qui descend, quoi. Et bah lui, pas de t'imagines, chance. t'es sélectionné dans les 3 mecs qui vont être sur la Lune, t'es trop content et t'annonces non, par contre, toi tu vas juste rester en orbite. Peut-être le mec qui allait le plus proche de la Lune sans le Non, mais ça reste un héros. Hein. Du coup, il y a quand même un petit prétexte, même si on sent vraiment que c'est pour planter un drapeau. Il y a quand même un prétexte. On dit ouais, on va faire des relevés, on va étudier les roches lunaires, des mesures sismiques, des mais machins. ça reste une belle opération de com, et notamment c'est un des grands événements de la Mondovision. Donc c'était cette technologie qui permettait de transmettre une même image sur tous les téléviseurs du monde entier en live, même si maintenant ça nous paraît évident. Et donc cet épisode-là a été suivi par, je crois, 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Ça, Donc il y a quand même derrière aussi une grosse opération com. Ouais, c'est ça. Avec le bon drapeau américain. Une petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, pour retransmettre les images jusqu'à la Terre, on a utilisé un satellite qu'on avait déjà foutu entre les deux pour balancer les images depuis la Lune jusqu'au satellite et jusqu'à la Terre. Eh oui, la technologie, c'est fabuleux. En 71, les Ruskov reviennent et ils ont une idée un peu cool, c'est de faire une station spatiale habitée. Donc ils font Salute, ce qui veut dire salut. Hein, salut, on est là et on y reste. Déjà, c'est assez cool. Après, cette station deviendra Mir. Paix. C'est pas la même. C'est pas la même. Non, c'est pas la même, mais elle évolue. C'est une nouvelle technologie qui consiste à dire bon, ok, la Lune, ça s'est fait, ça sert à rien. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qu'on peut faire comme expérience scientifique en profitant d'être dans l'état d'apesanteur, d'être en orbite, d'être en observation terrestre, de pouvoir regarder les étoiles, etc., le système solaire. Donc, ça dit aussi quelque chose de la relation de la guerre froide, où ça s'est un peu apaisé. Maintenant, on va commencer vraiment à faire de la science et arrêter de balancer des millions juste pour le délire. Pas tout de suite. On va commencer quand même à profiter en fait que les relations diplomatiques entre l'URSS et les États-Unis se calment un petit peu pour commencer à bosser vraiment sur le contenu de ce qu'on peut faire dans l'espace. Et là, il y a quand même un moment de dédicace à tous les massifs de la planète, qui est le moment où les Ruskov et les Américains décident ok, on arrête de se tirer la bourre parce que de toute façon ça nous coûte trop cher. Donc on va chacun envoyer une petite station. Et enfin un petit vaisseau et on va faire les mecs on va faire s'arrimer les vaisseaux entre eux et les équipages vont se rencontrer et se serrer la main. Et c'est pas des petits vaisseaux, c'est plutôt Apollo et Soyouz. Less than 5 meters distance. 3 meters. 1 meter. Contact. Capture. We also have capture. Roger, Tom. We'll pass it on. Soyuz and Apollo are shaking hands now. Houston, Apollo. Go ahead, Tom. Go greet to Professor Bouchouille at the Miami. Donc on va comprendre que les États-Unis. C'est super émouvant. Oui, on va comprendre que les États-Unis. On est en 75 d'ailleurs, pardon. Oui. Oui, absolument. On va comprendre que les États-Unis dépensent 250 millions de dollars, ainsi que les Soviétiques dépensent également 250 millions de dollars, juste pour dire ouais, vas-y, on va se serrer la main dans l'espace, quoi. C'est un peu. Est-ce que t'es matérialiste, Greg, c'est pas possible. Spatial d'Apollo et Soyouz. Non, mais ceci dit, c'est aussi au-delà de l'anecdote, c'est révélateur d'une époque, effectivement. C'est un peu ce que disait JB tout à l'heure. C'est on commence à mettre fin à cette grosse concurrence, déjà parce que l'objectif central qui était à cette époque-là en tout cas d'aller sur la Lune est atteint, et ensuite parce que ces programmes spatiaux ça coûte vraiment énormément d'argent et qu'à un moment il faut un petit peu se détendre. Donc on passe grosso modo d'une phase de compétition à une phase de coopération progressivement où en fait les nations du monde vont commencer à faire des programmes communs et se retrouver autour d'un autre objet qui ne sont plus les satellites mais les stations spatiales. Voilà. Donc tu as parlé de Salyut et après la plus connue c'est la station Mir qui est installée dans les années 80. Qui est en gros une espèce de grande colloque de l'espace. Enfin, grande colloque, en fait, il y avait 3 cosmonautes qui étaient là en permanence et au maximum 6 pendant un mois. Donc,
coloc. Coloc à 6, tu peux déjà te prendre la tête sur les tours de ménage des chiottes. Hein. C'est vrai, surtout quand tu vis dans des petites cabines. Et que tu manges de la bouffe en poudre. Pour le coup, il doit y avoir une bonne sélection. Genre. Du goulash en poudre. C'est bien meilleur que le burger. Pas terrible. Du coup, là, c'est en fait, c'est plus vraiment la guerre froide, enfin, tout du moins dans l'espace, quoi. Alors, il va y avoir en fait un dernier soubresaut qui est justement ces années 80 où le président Reagan, donc qui est un gros dur à cuire en mode. Qui est un gros con. J'aime tes nuances. On peut le dire comme ça. Va relancer la compète avec l'URSS, mais ça va être aussi un petit peu le coup du chaos, avec notamment son programme qu'on a surnommé Guerre des Étoiles. Son vrai nom, c'est Initiative de défense. Je pense que le film est déjà sorti, que le mec est vraiment pas du tout original. Ouais. Et en gros, il s'agissait de se dire comment on peut utiliser un bouclier de satellite pour contrer d'éventuelles attaques de missiles sur nous. Donc on va réutiliser l'espace dans une optique militaire défensive, mais en fait, ni ce projet-là de Guerre des Étoiles et ni la réponse soviétique ne va vraiment suivre, parce que tout simplement, on est aussi à la fin de la guerre froide. L'URSS disparaît en 91 et avait déjà pas mal ralenti, levé le pied sur la conquête spatiale. Donc effectivement, en fait, à partir des années 80, malgré ce soubresaut de la guerre des étoiles voulue par Reagan, globalement, on va vraiment rentrer dans une ère scientifique, mais aussi commerciale de la conquête spatiale. Ce truc des guerres des étoiles faisait vraiment flipper. T'as parlé de chute de l'URSS, c'est ce qui va aussi transformer les stations comme Mir en stations internationales. Ouais. Mais là, on est déjà en 90, c'est peut-être un peu trop loin. Hein. Non, mais c'est ça. Déjà, Mir, en fait, faut dire que c'est une station qui est prévue pour durer 3 ans à la base, et en fait, elle va rester 15 ans. Ouais. Et en fait, on est allé tellement loin dans l'avancée technologique, c'est que maintenant, on s'est envoyé une station. Ce qu'il faut préciser, c'est que Mir, c'est énorme. La station spatiale internationale la plus connue après, c'est la station ISS. Attention, voilà. J'ai une information vraiment importante sur cette station internationale. Elle fait 110 mètres de long et 70 mètres de large, c'est-à-dire la taille d'un terrain de foot. Un peu plus large que je crois. C'est énorme. Mais on peut faire une grosse coloc. Parce que évidemment, genre, on n'a pas trouvé des fusées qui montaient 110 mètres par 70. Oui. Mais par contre, ça fait un Lego en fait là. Non, mais en fait, on s'est monté des pièces et les assembler dans l'espace. Ce qu'on appelle des modules. Ouais. Et les réparer entre eux, c'est quand même. Et ça, c'est Gravity. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est le film. Et donc, la station internationale, elle réunit une quinzaine de modules, donc qui sont emboîtés les uns comme les autres. Et elle est internationale parce que justement, ce qui a été un peu masqué par l'opposition de la guerre froide, c'est qu'en fait, il y a d'autres puissances qui se sont lancées, ou alors qui ont voulu paraître des puissances, en se lançant dans la conquête spatiale. Donc tu avais cité notamment l'exemple de la France, Cocorico. C'est De Gaulle qui fait créer le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui va créer Astérix et puis plus tard Ariane. Mais il y a plein d'autres pays en fait qui se sont lancés. Donc il y a notamment le Japon, l'Inde, la Chine. En fait, il y a plein de pays. Les Anglais, bien sûr, puisque c'est avec les Anglais et les Français qui créent ensemble l'Agence spatiale européenne en 70. Absolument. Et je suis tombé aussi sur la tentative de programme spatial du Liban. Donc ça veut dire aussi qu'en fait, il y a pas mal de pays, même pas forcément des très gros, qui s'y lancent. Et le Liban va essayer de construire sa fusée. Elle s'appelait Cedar, c'est-à-dire le cèdre original. C'est le symbole national du Liban, le cèdre. Malheureusement, leur fusée n'a jamais allé plus loin que Chypre, c'est-à-dire l'île qui est pas très loin. C'est dangereux pour les Chypriotes quand même. Mais en gros, ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde se lance un peu dans ce truc-là, tout simplement parce qu'à l'époque, pour être une grosse puissance, il fallait avoir la bombe atomique, mais que ceux qui l'avaient voulaient pas la partager. Donc la conquête spatiale, c'est ton truc intermédiaire pour briller en soirée sans avoir la bombe atomique. C'est ça, c'est un indicateur de classe, quoi. Du coup, oui, tu nous as parlé d'Ariane. Ariane, c'est intéressant parce que ça commence en 79. C'est ça, hein? Ouais. Et ça commence pas très bien déjà. C'est un peu la foirade au départ. Le vol d'inauguration, on peut dire que ça. Ah non, ça c'est plus tard, c'est en 96, pardon. Je confonds. Non, mais si, il y a plein de foirades sur les. Mais en fait, à chaque fois, les premiers lanceurs sont toujours foirés. Le R7. C'est foiré, Apollo 1, Saturne c'est foiré, Apollo 1 c'est foiré et Ariane. Alors si on fait Ariane aussi, c'est parce que d'habitude, au début les Français faisaient leur truc, les Anglais faisaient leur truc, les machins, puis on s'est dit bon vas-y on est trop petits, la construction européenne s'est emparée de ce magnifique projet et donc on a fait un Concorde et une fusée. Ouais. Le premier projet vraiment européen c'est Europa qui est financé à peu près de manière équitable par plein de pays et en fait là c'est la grosse foirade parce que pour le coup c'est un peu trop la grosse coloc bordélique et le programme Ariane ça reste un programme européen mais qui reste financé essentiellement par les Français. Donc c'est un peu la figure de proue du programme.
Mais du coup, ce qui est intéressant en fait sur cette idée de se mettre ensemble du côté des Européens, c'est aussi une question de coût, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, ça renvoie au fait qu'il y a beaucoup de pays qui se sont lancés dans la conquête spatiale, mais assez vite pour des raisons de coût, ils se sont spécialisés. Donc, notamment, tu as pas mal de pays qui n'étaient pas en mesure de construire une fusée ou d'avoir une base de lancement, qui se sont dit, bah nous, on va fabriquer des satellites et on va demander à d'autres pays de nous lancer nos satellites. Ouais. D'accord. Du coup, en fait, moi, je suis tombé sur des petites cartes là où ouais, voilà, les cartes magiques. J'aime bien, hein. Les cartes magiques. J'ai vu une carte où c'était qui s'appelait pays ayant une agence spatiale. Donc là, il y a quasiment tous les pays. Bon, évidemment, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup à part la RDC. Voilà, et l'Égypte, et voilà. Il y a des pays disposant d'une capacité à envoyer des hommes dans l'espace. Là, je sais pas pourquoi il y a l'Équateur alors qu'ils n'ont même pas d'agence. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant. Je suis capable. Je peux, mais j'ai pas envie. Pays ayant lancé des sondes. Bon, là, il y en a évidemment tous les pionniers, plus la Chine et l'Inde, parce que l'Inde est quand même pas mal. Le Brésil aussi. Pays disposant de lanceurs. T'as le Brésil, alors qu'ils ont jamais réussi à, non, mais en fait, à c'est envoyer. marrant parce que c'est un indicateur de. Enfin, c'est presque. Tu suis les indicateurs de développement et t'as les indicateurs de quand les mecs créent des agences spatiales, quoi. Oui, mais t'as aussi, par exemple, tu vas dans tous les pays de l'Est, des ex-satellites, il y en a aucun qui a le lanceur, il y en a aucun qui a de. Enfin, si, justement, il y a un lanceur en Roumanie. Mais. Tout est concentré en URSS. Les anciens satellites, ils vont rien faire, quoi. Sauf si au bout d'un moment on leur avait dit vas-y, tu mets un lanceur chez toi, et ils l'ont fait, quoi. C'est ça la magie du libéralisme, c'est que tout le monde a pu s'emparer de cette technologie, d'y faire un petit peu sa sauce. Alors du coup, effectivement, il y a des grands géants qui continuent à être incontournables, notamment les Américains, les Russes, les Chinois, mais aussi du coup les Européens, avec chacun sa petite base de lancement. Donc Cap Canaveral en Floride pour les Américains, au Kazakhstan pour les Russes et le nom m'échappe, Baïkonour. Et puis la base de lancement européenne, d'Ariane. en fait, c'est d'Ariane, c'est à Kourou en Guyane. Ouais. Et tout ça aussi pour des raisons là purement techniques. Absolument. C'est qu'il faut être au plus proche de l'équateur. Oui. Parce que quand on est proche de l'équateur, on est au plus loin du noyau terrestre et donc la gravité, elle est un chouille moins fort et ça se traduit par une facilité plus grande à lancer des économies de carburant surtout. Hein. On était arrivé aux stations spatiales, donc là c'est 90, on avait dit ça. Aussi, il faut aussi préciser quand même que si on met des Russes dans cette station spatiale internationale, c'est aussi parce qu'on a peur qu'ils allaient faire d'autres trucs. Les anciens chercheurs qui, à la chute de l'URSS, on se dit bon, on va peut-être pas laisser ces chercheurs tout seuls faire n'importe quoi. Ce serait mieux de les choper et pas très sympa avec les Russes. Et être sûr qu'ils n'allaient pas faire n'importe quoi. Un passé familial avec les Russes. Non, je sais pas. Mais après, ce qui est drôle, c'est que donc la Russie, qui est plus l'URSS aujourd'hui, elle garde quand même un rôle de puissance spatiale hyper importante, et notamment sur une technologie que les Américains ont abandonnée parce qu'ils ont eu beaucoup trop de morts, qui est la technologie des navettes. C'est l'idée de se dire on va plus faire des fusées qui servent qu'une fois, on va faire des espèces d'avions qui vont pouvoir décoller, ensuite atteindre l'espace et faire leur petit business, et ensuite revenir. Et donc on pourra les réutiliser. Donc c'est les navettes Discovery, Columbia, etc., Challenger. Qui merdent pas mal. Qui merdent pas mal et qui tuent des gens. Ça ressemble effectivement, comme tu dis, des gros avions. Ça n'a pas du tout la gueule d'une fusée. Et du coup, en fait, cette technologie-là, les Américains ont fini par y renoncer il n'y a pas très longtemps, en 2011. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus que les Russes qui ont les navettes. Et en fait, les navettes, on en a besoin notamment pour aller approvisionner les mecs de la Station Spatiale Internationale. Donc les Russes, ils sont quand même pas tout à fait dans les choux aujourd'hui, parce que, et notamment c'est assez marrant avec les tensions internationales qu'il y a aujourd'hui avec la Russie et les autres pays occidentaux, c'est que dès que les Russes, on les fait un peu chier, ils font ouais, bah si vous faites chier, on va plus apporter la bouffe aux mecs dans la Station Internationale. Ah, ça c'est bien. Moi, je voulais juste préciser que justement ces navettes, dans le jargon, on appelle ça des fers à repasser. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça arrive dans l'atmosphère, ça a plus de capacité. Greg connaît le jargon. Je connais très bien le jargon. J'ai été dans l'espace plusieurs fois. En fait, c'est-à-dire que t'as pas de capacité de propulsion. C'est-à-dire que quand t'arrives dans l'atmosphère, et ben en gros, t'es obligé de planer, quoi. Et en gros, c'est comme si tu balançais un vieux fer à repasser. Tu vois, il faut essayer de le faire planer, mais il a pas beaucoup d'ailes et tout, donc c'est un peu galère. C'est le truc qui tombe un peu vite, quoi. Mais ceci dit, effectivement, c'est une technologie qu'il faut mettre en avant, parce que donc tu as les satellites d'abord, ensuite tu as les stations spatiales et les navettes spatiales. L'idée, c'est né pour des économies de coûts, parce que comme disait JB, le gros avantage sur le satellite, en fait, le satellite, c'est un gros suppôt que tu balances et puis ça retombe où ça peut. Oui, mais le satellite aussi, en fait, tu le fais retomber comme un gros parachute. Et l'avantage de la navette spatiale, c'est que c'est un truc que tu envoies qui redescend, et ça permet des économies de coûts, parce que t'es pas obligé de refabriquer un lanceur, refabriquer un satellite. Sauf que, et c'est pour ça que les Américains l'ont arrêté, on s'est dit ouais, ça va être beaucoup moins cher, et en fait ça a vachement bugué, et il y a eu beaucoup de coûts d'entretien qui ont été beaucoup plus élevés que prévu, quoi.
On se fait un petit point business parce qu'on l'a abordé tout Bah à l'heure, ouais, on y vient. mais du coup c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plusieurs pays qui sont capables d'envoyer des objets et notamment des satellites. Et du coup, et des pays opérateurs de satellites, c'est quasiment tous les pays du monde. C'est ça. Tout le monde fabrique son propre satellite pour avoir Et son on relais utilise. télé, pour avoir ses télécommunications. Mais en même temps, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on va glisser d'un système où c'est les pays des agences nationales qui contrôlent à en fait des entreprises. Par exemple, Ariane Espace, il y a une partie qui reste du capital public, mais qui est également en partie une entreprise privée. Et donc, on va glisser progressivement d'une coopération entre États vers en fait un véritable business où des c'est une entreprises industrie comme une autre. vont se spécialiser dans le lancement, d'autres dans la fabrication de satellites. Et donc, on va vendre des services. Donc, par exemple, je vais payer X millions de dollars pour que telle agence accepte de mettre mon satellite que j'ai fabriqué en Ouais, orbite. sur un lanceur. Mais Alors- d'ailleurs, ça aussi, c'est révélateur d'une époque où tu passes de modèles publics à des modèles privés. Tu privatises, y compris les agences spatiales, quoi. Je te reconnais bien là, Yohan. Par contre, il y a un c'est truc vrai. que tu m'as pas expliqué, c'est à quoi ça servait un satellite en fait. Pourquoi est-ce qu'on met des satellites Et bah oui, aujourd'hui, tu as raison, ça a des usages essentiellement civils. Par exemple, avoir une téléphonie qui fonctionne, avoir la météo en temps réel, des choses comme ça. Du C'est- GPS? c'est du GPS, c'est ces fameux satellites De qui la sont... télé? On a dit de la télé? Ouais, ok. Ouais, qui sont géostationnaires, c'est-à-dire en gros dont l'orbite va aussi vite que la Je crois que t'as dit rotation de la bite à Terre. l'antenne, ça passe pas hyper bien. Bref, donc c'est ces putains de trucs géostationnaires. Tu m'as coupé la Aujourd'hui, chic. ça devient un énorme bordel l'espace parce qu'on en est à plus de 2600, 2700 satellites qui tournent au-dessus de nos têtes. Donc ça commence à faire un gros magma aussi de. Et il n'y a pas le tri des déchets là-haut. Et il n'y a pas le tri des De déchets, déchets. donc on a un vrai problème aussi avec des débris parce que tu as des vieux satellites qui ne marchent pas, qui lâchent des pièces. Tu veux en dire fait. Astérix? Notamment Astérix. Par exemple. Il fait une telle berzingue là-haut. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit déchet de 1 cm de diamètre qui vient te percer ton capteur solaire, bah du coup. Faut le satellite réparer. d'à Ouais, côté, puis il marche plus. et puis ça va à des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. ouais. Donc, Ouais, du mais coup, George Clooney, il est là pour réparer ses petits Oui, trucs George là, Clooney, il est là, mais ça commence à faire du monde. Mais à la fin, il disparaît dans l'espace. Il en a marre en fait. putain, c'est arrêtez, ça. j'ai pas vu Gravity là. Eh bah, tu Spoil il alert. disparaît à la fin. Donc, Il disparaît au début. Non mais ouais, donc c'est la grosse poubelle et ce qu'on n'a pas dit, c'est que en fait ces objets-là, ils disparaissent pas. C'est pas tu la mets dans la terre et ça se décompose, ça fait un joli compost spatial. Non, mais Donc les objets qu'on envoie depuis 50 ans, globalement, ils rouillent et ils continuent de tourner tranquille, ils tournent. non, mais ils il faut tournent. un peu de temps parce qu'on a mis des années avant de comprendre que, pareil, quand on jetait des trucs à la mer, ça disparaissait pas. Bah, là, ça va finir par arriver avec l'espace. c'est Mais pareil. ce qui est un peu fou en plus, parce qu'il suffit de lui remettre un coup dans la couenne pour le rapprocher de l'atmosphère et il va brûler quoi. Non, mais c'est vrai. Bah oui, mais c'est comme ça par exemple que des énormes engins comme la station Mir, au bout de 15 ans, on a fini, on les a déviés de leur autodétruite, trajectoire. en fait, oui. On a bien prévu que ça tombe dans un endroit où on s'en foutait, genre entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Paf, ils ont plein milieu du Pakistan. Ils ont quand même prévenu les pêcheurs avant, mais vraiment, genre. Il y a faites gaffe, eu les gars. des débris. Ah mais il y a eu des Ouais. milliers de Bien tonnes, sûr, je savais mais pas, oui, je me de rappelais débris qui sont tombés, donc ils ont dit aux pêcheurs. Par contre là, entre le 2 et le 4 novembre, Vous évitez ne pas de trop pêcher. traîner dans le coin. Tu risques de te prendre un morceau de station dans la gueule. Ok, on se dépêche parce qu'il nous reste plus beaucoup Alors de temps. du coup, juste avant qu'on aille un petit peu voir sur ce qui fait rêver quand même dans la conquête spatiale, on va parler des rêves de gosses de riches parce que dans le business, il y a aussi la capacité maintenant d'aller faire du tourisme spatial. Ah mais moi Donc, j'en c'est un rêve. truc qui se développe là depuis les années 2000. Et notamment, on a des boîtes privées. Tu as Space Adventures depuis 2001. C'est ceux qui ont réalisé le premier vol touristique. En Donc, 2001. tu lâches 20 millions de dollars et on t'emmène et comme ça tu flottes 2 secondes. Rien à voir avec Et ceux ça, qui ont c'est créé les Russes. Space Mountain, hein, c'est pas Oui, les mêmes. c'est pas les mêmes. Et ça, c'est les Russes. Ça, c'est les Russes, qui ont fait Space ça. Et ils Adventure. ont notamment fait ça pour réussir à financer et à ouais. continuer de financer la recherche Mais c'est spatiale, pas en bête. fait. Mais tu as Bah oui. aussi des riches milliardaires, notamment le patron de Virgin, Ah oui. qui est donc une grande star pour tous ses coups médiatiques, qui a lancé Virgin Galactic avec pour objectif du coup de promettre aux gens de les emmener dans l'espace là encore. Et donc ils sont en train de créer, je crois, un centre de lancement à Dubaï et un autre en Californie. Mais bon, Bah, en fait, il veut vraiment créer une compagnie. Il appelle c'est- ça une compagnie astrospatiale, quoi, c'est astronautique, comme une compagnie aérienne. Et il a pour but d'envoyer, je sais plus, je crois, 200 personnes par an d'ici quelques années. Ouais.
En sachant que pour donner des échelles, il n'y a que 6 personnes pour l'instant sur 7 vols qui ont été dans l'espace des touristes. Quoi. Bah, ça coûte entre 20 et 30 millions de dollars, c'est ça. Donc il faut avoir un petit. C'est encore cher, mais moi je désespère pas. Je suis sûr que, je sais pas, peut-être que dans 15 ans, peut-être que nous on ira faire un tour. Greg, si tu veux, on y va ensemble. Moi, et on se donne rendez-vous dans 15 ans. Il y a un petit problème d'empreinte écologique aussi, à mon avis. Ça va les massifs. Ça va dans l'espace. Tu colles des éoliennes et puis ça va tout seul. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce monsieur de Virgin n'a pas encore réalisé son rêve, c'est-à-dire monter un business de tourisme spatial. Et notamment, il a dû renoncer à des super projets comme celui, par exemple, de faire chanter Lady Gaga dans l'espace en 2015. C'est dommage. Et puis, finalement, il n'a pas réussi. Voilà. Pour repousser des extraterrestres ou dans quel but? C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, c'est pour être le premier, c'est tout. Sa navette Falcon s'écrase régulièrement, donc pour l'instant, ça marche pas des masses. Non, mais le premier vol réussi date de 2016, donc voilà, on s'en approche, on va y arriver. Moi, ça me fait rêver. Mais en attendant, on peut rêver d'ici. On peut rêver d'ici, enfin, on rêve d'ici depuis longtemps. Il y a eu plein de science-fiction, il y a eu d'autres trucs. Jules Verne, 1865, il écrit une nouvelle qui s'intitule De la Terre à la Lune, enfin un roman dans lequel il imagine du coup les aventures sur la Lune de personnages qui ont trouvé le moyen d'y aller, quoi. Donc c'est malin, Jules. Quoi d'autre aujourd'hui, l'espèce de nouveau truc de on va marcher sur la Lune, c'est Mars. C'est Mars. Mais le truc c'est que c'est tout en culture. On a marché sur la Lune, c'est une belle référence. Ah oui, pardon, on est sur la culture là. Moi, il y avait Tintin. Tintin par exemple, 1950 Hergé. Donc c'est-à-dire avant même qu'on marche vraiment sur la Lune, Hergé l'avait déjà écrit. Alors tu regardes par contre. Les Belges, ils ont tué un temps d'avance. Il avait parlé du Congo aussi d'ailleurs. Il se doutait pas que les Congolais envoyaient des rats dans l'espace. Ouais, Méliès, on a, enfin après il y a tout, et après il y a tous Kubrick, les mythes. Ouais, 2001 ça, c'est fabuleux. L'espace. Et puis Tarkovsky aussi, ça c'est cool aussi. Ça je connais pas, mais ça a l'air très bon. Justement, c'est un Russe. Tu vois, c'est l'autre côté de Kubrick. Fin 19e. Non, c'est pas fin 19e. Mais pour le coup, c'est vraiment des films, donc c'est 1950. Je parle pas des années 50. Je parle du mec qui imagine. Et puis il y a tous les films récents. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est un truc dont on rêve depuis hyper longtemps et que finalement la conquête spatiale a permis d'alimenter de nouveaux rêves ou aussi de nouvelles angoisses avec l'apparition aussi des films sur la présence extraterrestre qui peut être soit des gentils avec E.T. ou soit des saloperies du type Alien qui vont tous nous détruire. Donc ça effectivement, c'est pas juste une aventure scientifique qui concerne 200 pélos qui ont réussi à y aller, mais derrière ça nourrit effectivement l'imaginaire collectif. Mais c'est pas seulement des nouveaux rêves ou des nouvelles angoisses, c'est aussi des nouvelles ambitions et des nouveaux projets politiques de véritable colonisation de l'espace. Ouais, mais c'est aussi des vraies réalités parce que moi je suis désolé de vous l'annoncer, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça existe. Non, c'est une très mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer, mais la Terre a une date de péremption et donc il va falloir se barrer. Bon, ok, ça sera dans 9 milliards d'années que le Soleil va exploser, mais d'ici là il va quand même falloir trouver une solution pour se barrer d'ici. Ok, on peut se dire ça va, on a 9 milliards d'années, on peut y aller à la cool, mais non, il faut commencer à y penser tout de suite. Mais il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le vocabulaire il est pas anodin. On parlait de conquête spatiale, en fait c'est vraiment un terme d'une certaine époque et on a vu toutes les avancées technologiques de ouf entre en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale et 20 ans après, on avançait énormément et depuis en fait ça a quand même énormément ralenti, il faut le dire, et on est passé d'un objectif de conquête parce que le jeu c'était qui est la plus grosse entre les Russes et les Américains, et maintenant l'objectif c'est plutôt l'exploration, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de programmes ambitieux d'envoyer l'homme dans l'espace, etc. Les programmes de colonisation en fait c'est des doux rêves de scientifiques, mais t'as pas un seul État qui a envie de... Ouais, mais personne veut financer ça, et aujourd'hui en fait on met beaucoup moins d'argent qu'il y a 50 ans, donc surtout pour les vols, il faut rappeler que ça a vachement ralenti en fait, c'est un truc dont l'apogée est un peu derrière nous, peut-être qu'il y aura un second souffle. Il y a un peu effectivement les projets Mars qui font un peu rêver les gens, mais pour autant les budgets ne sont pas derrière. Un exemple de ça, c'est Bush qui fait dans les années 2000, qui lance un gros programme en disant voilà, le nouvel objectif, il y avait la Lune en 69, enfin marcher sur la Lune, et maintenant le nouvel objectif c'est on fait une station pérenne, en gros des mecs qui vont vraiment coloniser et s'installer sur la Lune. Son programme c'était de faire ça d'ici 20 ans et de dire ça c'est l'objectif pour après aller sur Mars. Et Obama est arrivé, entre temps il y a la crise qui est passée par là, 2008, il a dit hop, ton plan ça coûte des milliards, on laisse tomber quoi. Et en fait aujourd'hui tous les États se disent ça, c'est aller sur Mars c'est cool, George Bush il en a eu plein des bonnes idées, elle devait être bien celle-là aussi. Non mais c'est vrai qu'en fait en conclusion on peut quand même dire que c'est grâce à tristou, quoi, maintenant. Non mais c'est grâce à deux pays qui se tirent à la méga bourre qu'on va essayer de faire des trucs de dingo quoi, tu vois. Ouais, puis aujourd'hui mais la bonne nouvelle c'est que les Chinois arrivent en fait, notamment 2003 le premier taïkonaute allé dans l'espace, puisque taïkonaute c'est le nom qu'on donne aux astronautes ou aux spationautes. L'astronaute.
autre. Parce qu'il y en a eu, non, j'en sais rien. Non, depuis il y en a eu plus, mais effectivement, voilà, aujourd'hui c'est un peu la Chine qui peut porter ce rêve-là. Une dernière anecdote sur l'espace, tout ce qui vous vient par la tête là. Eh ben si, moi je voulais dire un petit truc, c'est que pour dire à quel point on est quand même pas prêt de marcher sur Mars, comme tu disais, il faut 3 jours pour aller sur la Lune, il faut 2 ans pour aller sur Mars. Donc trouver 2 ans de carburant et des mecs qui sont prêts à faire 4 ans de vie aller-retour, c'est pas pour demain quoi. Moi j'avais des morts, on n'a pas eu beaucoup de morts. Ah bah oui. Bah ouais, 23 morts parmi les astronautes. Et là c'est juste pour compter ceux qui sont morts dans l'espace ou etc. Ça compte pas tout le personnel au sol qui a pu se faire écraser par des morceaux de fusée ou par des trucs qui explosent au lancement. Ouais, il y a eu une catastrophe comme ça avec plus de 100 morts en URSS. Et puis Ariane 5 aussi, vol d'inauguration. Tu parles de tous les chiens ? Non. Voilà, bon bah écoutez, on va s'écouter un petit Pink Floyd. Eclipse. Yes. Et puis nous on se retrouve dans 2 semaines et puis on parle de quoi ? De quoi on parle ? 2 trucs. De l'apartheid. De l'apartheid dans 2 semaines. Eh ben on va se réjouir. Allez à dans 2 semaines. Salut. You buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now.